C'est la fin pour Erik ten Hag à Manchester United. Bonjour à tous les Sosos, ravi de vous retrouver sur la chaîne du Club des 5 pour un nouveau contenu foot. On va aujourd'hui parler d'une triste nouvelle, parce que c'est jamais une bonne nouvelle de perdre son emploi, bien sûr. Le coach néerlandais de Manchester, Erik ten Hag, a été limogé par ses dirigeants après une ultime défaite ce week-end, une 14e place pour Manchester. Forcément, le bilan ne parlait pas pour lui et la décision est tombée. On va en parler avec mon plateau du jour, Monsieur Angleterre, j'ai envie de dire le Darren Tulette 2.0. Najim Medini est avec nous. Comment ça va, Najim ? Ça va. Salut Sam, salut Yacine. Très content d'être là. En plus, on va parler un peu de Premier League, Manchester United. C'est cool, moi, c'est des programmes que j'aime bien. Ouais, quand il y a du sang, là, c'est bon. Exactement, t'as tout compris. Le côté diabolique, sans mauvais jeu de mots, vu le thème de la vidéo. Monsieur Yacine Amned. Salut à tous. Quand un coach est viré, c'est jamais une bonne nouvelle, Yacine ? Non, c'est jamais une bonne nouvelle, mais là, c'est pas une surprise. C'est ça, c'était ma question. On va en parler donc effectivement de ce départ d'Erik ten Hag qui était attendu. On pouvait même parler de sursis pour son cas depuis la saison dernière. Juste avant, je vous remercie les socios de plus en plus nombreux à regarder toutes nos émissions et n'hésitez pas à réagir tout au long de ce format. Vous, soit pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous mettez des commentaires sous la vidéo et puis ceux qui nous écoutent en podcast, très nombreux aussi, on les salue. N'hésitez pas si vous avez envie de réagir à venir également sur YouTube, commenter la vidéo. Ten Hag limogé, premier petit tour de table, pas une surprise comme vient de le dire Yacine, Najim, et même presque inévitable, on a envie de se dire. Oui, on se posait la question quand est-ce que ça allait arriver. Est-ce que ça va arriver ? Exactement, parce que ça fait déjà quelques semaines, certains diront même quelques mois, qu'Erik ten Hag aurait dû être viré. Déjà l'an passé, il faut rappeler que avant la finale de FA Cup, les dirigeants de Manchester United réfléchissaient déjà à virer Erik ten Hag. Ils avaient d'ailleurs rencontré des coachs, dont Thomas Tuchel, dont McKenna également, qui est l'actuel entraîneur de Ipswich. Et finalement, vu que ten Hag avait remporté la finale de la FA Cup, ils se sont dit, on va continuer avec lui. Donc déjà, il y avait eu des moments où Erik ten Hag a failli se faire licencier. Finalement, il a quand même réussi à chaque fois, comme tu l'as dit, à avoir un sursis. Et là, le début de saison, il était beaucoup trop catastrophique. Quand on te donne de la confiance et que derrière, la dynamique ne s'inverse pas, et que, voire même c'est pire, parce que là, Manchester United a enchaîné des défaites, des matchs nuls, encore ce week-end, une défaite contre West Ham, même en Ligue Europa, Manchester United n'a pas un super bilan. Donc forcément, c'est une décision à laquelle on s'attendait, il n'y a aucune surprise. Il y avait eu nul effectivement contre le Fenerbahçe d'un ancien mancunien, c'était José Mourinho, c'était jeudi dernier. Début de saison très laborieux effectivement, Yacine. On reviendra sur le parcours de ten Hag à Manchester, mais c'est vrai qu'il y avait eu... on va dire un peu d'enthousiasme la première année, un petit peu de déception la deuxième, mais comme l'a rappelé Najim, cette FA Cup était un vrai sursis pour lui pour avoir, on va dire, une dernière chance. La dernière chance, il ne l'a jamais saisie vraiment cette saison. Clairement. Et voilà. on se disait, il y avait des rumeurs dans la presse comme quoi il aurait encore une semaine avec Leicester, avec Chelsea, de tests, mais finalement peut-être qu'il fallait stopper l'hémorragie plus rapidement que prévu. Ouais, on est le 28 octobre. Moi, je pensais faire cette émission un peu plus tôt, je crois. Ouais. Non, mais en fait, c'est le problème de la gestion aussi de Manchester depuis plusieurs saisons. Najim le rappelait, le sursis obtenu grâce à la victoire en FA Cup. Le problème, c'est que quand tu prends tes décisions par rapport à des titres, les titres, c'est très important, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il y a quand même une saison à analyser et il y avait plein de doutes, il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Alors, ok, tu te dis toujours, est-ce que c'est le titre déclic, etc. Mais c'est pas comme ça qu'on gère un club et lui redonner une chance. Alors, ils ont changé son staff pour essayer d'amener aussi un peu de fraîcheur. Mais voilà, il y avait plein de choses. Et puis même dans son discours, on sentait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des choses incohérentes dans ce qu'il disait. Il demandait encore du temps. Je veux dire, quand tu as eu plus de 2 ans, à un moment donné, le temps, moi je veux bien, mais... Déjà dans le foot, 3 mois c'est long, mais quand tu commences à dépasser 2 ans, c'est très très long. Bon voilà, c'était inéluctable et c'est vrai que là on va repartir sur un Manchester qui va naviguer à vue parce que il va falloir retrouver un coach. Alors même si aujourd'hui là tout de suite c'est Van Nistelrooy qui va prendre la suite, mais est-ce que Van Nistelrooy est capable de prendre la suite sur le long terme ? Est-ce qu'il faut retrouver un coach ? Est-ce que voilà, et ten Hag n'a même pas. Enfin, des fois tu peux licencier un coach parce qu'à ce moment-là, ça va pas et tu sens que le groupe est moins bien, mais le groupe est bien construit. Mais même là, on n'a même pas de certitude sur cette construction de groupe, etc. Donc, bon, voilà, c'était inéluctable et je pense même que c'est pas trop tard dans la saison.
mais c'est presque tard par rapport au parcours. Oui, 14e place, on rappelle, Najim, pour Manchester. Et puis, ce qui devenait très compliqué pour Ten Hag, c'est que c'est un coach qui n'arrivait pas à avoir de résultats contre les équipes contre lesquelles Manchester devait gagner, mais qui n'avait pas non plus de résultats dans les gros chocs. Cette année, c'est défaites contre Tottenham, c'est défaites contre Liverpool, c'est défaites contre Arsenal, ou c'était la saison dernière? Non, pas encore Arsenal. Arsenal, c'était l'an dernier, le 1-0. Voilà, et l'an dernier, pareil, du coup, sur la deuxième partie de saison, il y a eu la défaite contre City. Je crois qu'il y avait juste eu le nul contre Liverpool, un peu heureux. Globalement, petit ou gros, Ten Hag n'a pas vraiment de proie privilégiée, n'en avait pas du tout même. Oh bah clairement, cette année, les semaines se suivent et se ressemblent avec Manchester United. Non seulement déjà on s'ennuie devant notre écran parce que franchement c'est pas un plaisir de regarder cette équipe de Manchester United, et en plus de ça, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que faut rappeler qu'il y a eu un changement de direction également du côté de Manchester United avec l'arrivée d'Ineos qui ont racheté une part de Manchester United. Ils ont à peu près 27% des parts. L'achat s'est fait aux alentours du mois de décembre 2023, mais l'équipe dirigeante s'est plus ou moins mis en place cet été avec l'arrivée de Omar Berrada en tant que directeur général, qui était avant du côté de Manchester City, avec l'arrivée de Dana Short, qui était le directeur sportif de Newcastle, qui est arrivé également cet été pendant le mois de juillet. Il y a aussi eu l'arrivée de Jason Wilcox, qui avait été le directeur de l'académie de City. Bref, ils sont allés chercher vraiment des personnes compétentes, des personnes qui ont réalisé de très belles choses dans d'autres clubs de Première Ligue. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait un changement peut-être immédiat. Et je trouve que le licenciement aujourd'hui de Erik Ten Hag, ça vient symboliser aussi la première grosse erreur de cette nouvelle direction. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'ils sont arrivés cet été, ils ont eu une décision à prendre. Soit ils virent Ten Hag pour installer leur propre coach, soit ils décident de lui faire confiance. Ils lui ont fait confiance, et finalement 4 mois plus tard, ils décident de le virer. Donc il y a quelque part aussi une grosse erreur de la part de cette nouvelle direction de Manchester United. Moi personnellement, je suis assez optimiste vis-à-vis de cette nouvelle direction par rapport au fait que c'est que des personnes. Dana Short, tout le monde dit que c'est le meilleur directeur sportif d'Angleterre. Omar Berrada, il a été formé aux côtés des meilleurs. Begiristain et Ferran Soriano, qui sont considérés à City comme ceux qui ont construit le projet actuel. Donc je m'attendais à de grandes choses de la part de cette nouvelle direction. Alors attention, on ne va pas les condamner tout de suite, ils viennent d'arriver. Mais en tout cas, je trouve que cette première décision d'Erik Ten Hag, ça vient quand même, c'est déjà une première tache noire, parce que non seulement ils l'ont conservé, mais en plus ils l'ont prolongé. Ils l'ont prolongé d'entrée, ce qui fait qu'en termes d'indemnité de licenciement, ils vont devoir payer beaucoup plus d'indemnités que s'ils l'avaient viré cet été. Bon, donc première grosse erreur de la part de cette nouvelle direction, et donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Est-ce qu'ils vont conserver Ruud van Nistelrooy? Est-ce qu'ils vont aller chercher un nouveau coach? Parce que là, pour le coup, ils vont avoir l'occasion de placer leur vrai coach. Donc, ils vont avoir une deuxième grosse décision à prendre. Donc, je serai très attentif par rapport à ça. Oui, parce que c'est pas une équipe qui a énormément bougé cet été non plus, d'ailleurs, l'effectif de Manchester, globalement. Il y a eu des ajouts, il y a eu quelques ajouts. Mais on n'est pas sur un chamboulement extraordinaire. Pas extraordinaire, mais il y a eu des ajouts qui ont été voulus par Ten Hag, en fait. Et c'est ça aussi qui est un petit peu... toujours un peu compliqué, c'est que tu décides de conserver ton coach, forcément ton coach il te demande des recrues, tu décides d'accepter, mais finalement 4 mois plus tard ce coach il est plus là, donc ces recrues là, est-ce qu'ils vont correspondre au prochain coach? Ce sont toujours des interrogations qu'on a. Et donc Mazraoui et De Ligt notamment, qui avaient été joueurs sous Erik Ten Hag à l'Ajax Amsterdam, c'est forcément des recrues que le néerlandais voulait. Bon, il y a eu aussi l'arrivée de Zirkzee, de Yoro qui est malheureusement blessé mais qui va bientôt revenir. Zirkzee qui a encore un peu de mal à s'adapter à cette équipe de Manchester United. Donc, il y a eu un ami d'Ici aussi, Ugarte qui... Ugarte aussi, même si je suis pas sûr que ce soit une recrue d'Erik Ten Hag pour le coup. Ouais. Mais qui est arrivé à la fin du mercato. Qui va peut-être se révéler maintenant, qui sait. Globalement, on va parler de la suite pour Manchester dans 2 secondes. J'aimerais juste qu'on fasse un point sur Erik Ten Hag, qui est un entraîneur qui suscitait beaucoup d'attentes, parce que il y a eu ce parcours avec l'Ajax qui était symbolisé par une philosophie, Yacine, qui avait été mise en place par le club, mais bien respectée par Ten Hag. On s'était toujours dit... on sera très attentif quand on le verra au haut niveau, dans un grand club. Manchester United, même si les résultats ne sont pas fameux sur les dernières années, je vous l'accorde, reste un très gros club qui joue dans un très gros championnat avec une grosse pression. Tout de même, quand on doit faire son bilan, il n'est pas si mauvais le bilan. Il est presque honorable, j'ai envie de dire, celui de Ten Hag, quand on voit celui de ses prédécesseurs aussi dans ce club. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne réussissent pas. Lui aura quand même à un moment donné donné peut-être une once d'espoir de réussite à Manchester. Ouais, après, première saison surtout. Le premier problème, c'est de comparer à l'Ajax, parce que l'Ajax a une philosophie et un club qui est structuré différemment, une philosophie de jeu qui est ancrée. Et du coup, quand tu es entraîneur de l'équipe professionnelle, tu as déjà des joueurs qui
comprennent ce que tu leur demandes. Donc c'est déjà différent. L'arrivée à Manchester, oui, il y a eu des choses et c'est pour ça aussi qu'il a duré aussi longtemps, mine de rien, parce que on se disait toujours, tiens, c'est peut-être en train de prendre, tiens, il y a des choses intéressantes, mais finalement, c'est pas intéressant sur la durée, donc ça rechutait. C'est ce qui lui a permis de durer, parce que si c'était nul tout le temps, tu vois, on va prendre l'exemple d'un entraîneur que je connais bien, Pochettino. Tu vois, il n'a pas duré aussi longtemps parce que tu voyais rien. Ten Hag, il y a eu des moments où tu te dis, ah tiens, c'est peut-être en train de prendre. Bon, finalement, ça prend pas. Et puis, comme le dit Najim, c'est que le vrai problème, c'est que tu lui as donné certaines recrues que lui voulait. Moi, c'est toujours le truc que j'ai avec les coachs, c'est que aujourd'hui, je trouve que les coachs demandent beaucoup. Ils veulent leurs recrues. Le problème, c'est que évidemment que quand tu es coach, dans ta tête, tu t'inscris sur la durée. Mais un club, lui, il peut pas penser comme ça. Et faire venir des joueurs qui correspondent à ce coach-là, ça veut dire que si tu travailles sérieusement, tu dois prendre un entraîneur qui correspond aux joueurs que ce coach a fait venir. Donc un entraîneur qui n'est pas Ten Hag, mais qui a des principes qui se ressemblent, en tout cas proches. Le problème, c'est que si tu pars sur un entraîneur complètement différent, il y a des joueurs là qui vont d'un coup, tu parlais d'Ugarte, peut-être que finalement, là où Mazraoui va se perdre, Ugarte va se révéler parce que ce coach-là voudra peut-être plus de combat, moins de football. Enfin bref, c'est toujours la même chose. Sur Ten Hag, pour finir, moi, je pense que, comme pour les joueurs, il y a des entraîneurs qui sont faits pour certains clubs. Voilà, des clubs avec philosophie, des clubs où il y a peut-être moins de pression, où tu peux rater une saison et c'est pas un drame. Même si l'Ajax est un grand club, hein. On n'est pas en train de dire que l'Ajax c'est pas un grand club, mais qui joue pas dans un grand championnat. Voilà. Et le truc c'est que dire comme ça. Le truc c'est que ces coachs-là, ils sont aussi beaucoup sur un peu l'utopie de construire quelque chose, etc. Mais Manchester, enfin ces clubs-là, ils ont pas le temps. Il n'y a pas le temps. Et pourtant, Manchester, maintenant, ça fait un moment que ça dure. Mais ils ont pas le temps. Laisser le temps. Hein. Je pense que l'exemple, Najim le sait bien, le meilleur exemple aujourd'hui en Angleterre pour ces clubs qui ont une obligation de résultat mais qui n'y arrivent pas, c'est peut-être la construction. Pour donner du temps, Arsenal, il faut qu'on voit des choses. Tu vois, on peut reprendre l'exemple d'Arsenal. Arsenal sortait de 10 ans avec des débats et tout. Quand on donne le temps à Arteta, pourquoi on lui donne le temps ? Déjà, au début, on ne lui donne pas vraiment le temps. C'était chaud. Mais malgré tout, tiens, d'un coup, tu vois quelque chose sur le terrain. Il se passe des choses. Dans le jeu, il se passe des choses. Et tu te dis, OK, effectivement, peut-être que si on renforce l'équipe avec un joueur par ligne au début, etc., il y a peut-être quelque chose à faire. Et lui, il prend des joueurs et il confirme que ça va mieux. Donc, on te laisse du temps. Mais si il n'y a pas cette progression-là, à un moment donné, le temps, c'est bien beau de le vouloir, mais il faut que tu le mérites aussi. Mais pour le coup, Manchester United a toujours été... Il y a bien une chose qu'on ne peut pas reprocher aux Glazers, c'est qu'ils ont toujours donné plus ou moins du temps à leurs entraîneurs. Généralement, Manchester United est un club qui laisse du temps à leur coach. Ça a été le cas également avec Erik ten Hag. Mais pour revenir sur son bilan... Lorsqu'il est arrivé, j'étais très enthousiaste, comme tout le monde, parce qu'on avait vu son Ajax et qu'on s'est dit qu'il allait réussir peut-être à transposer ce qu'il avait fait aux Pays-Bas du côté de la Première Ligue. La première saison, elle a été plutôt encourageante pour le coup, parce que tu fais 3e, tu remportes la League Cup. Donc moi, à ce moment-là, je me dis, tiens, Manchester United est quand même plutôt sur le bon chemin. Il y avait eu Rashford qui avait fait cette deuxième partie de saison juste exceptionnelle. Bruno Fernandes également, qui avait été très bon aussi sur cette période-là. Et puis après, j'ai été très déçu l'an passé sur la deuxième saison, où là, pour le coup, le discours de Erik ten Hag ne passait plus. Rashford n'avait plus du tout la même forme que sur la première saison. Il y a eu certes beaucoup de blessés. Je pense notamment que la blessure de Lisandro Martinez a fait beaucoup de mal à Erik ten Hag, parce que c'est un entraîneur qui, à la base, avait envie d'être protagoniste. Il voulait défendre en avançant, avoir une ligne défensive assez haute. Ça, tu peux le faire avec Lisandro Martinez. Tu peux plus vraiment le faire quand tu mets Maguire, par exemple, dans ta défense centrale. Donc, il a un peu revu ses ambitions en termes de jeu. Et puis, pour moi, il y a aussi une déclaration à l'été 2023 qui l'a un petit peu enfermé. C'est quand il a déclaré qu'il voulait que Manchester United devienne la meilleure équipe sur transition. Il a dit, voilà, c'était son utopie. Il voulait vraiment que Manchester United soit une équipe qui attaque à 10 000 et soit la meilleure équipe dans ce registre-là. Sauf qu'en voulant jouer de cette manière-là, parfois Manchester United se comportait comme la petite équipe sur le terrain. Et moi, j'ai vu plein de matchs contre des West Ham, contre des Wolverhampton, où Manchester United n'avait même pas la possession de balle. Aujourd'hui, en Angleterre, quand tu es un gros, quand tu es Tottenham, quand tu es Arsenal, quand tu es City, quand tu es Liverpool, tu te dois d'avoir la possession de balle contre ces équipes-là. Tu te dois d'être l'équipe protagoniste qui va essayer de jouer dans le camp adverse. Avec Manchester United, c'était plus devenu le cas en fait, parce que ils s'étaient enfermés dans cette idée de vouloir avoir une équipe de transition qui allait vite jaillir vers l'avant, sauf que parfois, tu avais une équipe qui avait une ligne défensive beaucoup trop basse, qui, lorsqu'il récupérait le ballon, n'arrivait pas forcément à se projeter très vite vers l'avant, et en fait, plus les semaines passaient, plus le jeu de Manchester United reculait. Et finalement, sur cette deuxième partie de saison,
j'ai été très déçu. Alors il y a eu cette victoire en FA Cup qui a redonné un peu de crédit à Erik ten Hag. Moi, il y a le fait aussi qu'il y a eu beaucoup de blessés. J'insiste quand même là-dessus. Parce que l'année dernière, quand tu as eu une dizaine de blessés, notamment sur le secteur défensif, c'est aussi un argument. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas un détail. Non, mais ça compte. Ça compte. Donc moi, je me suis dit, tiens. Surtout quand on sait que c'est un joueur qui compte sur des joueurs, qui maîtrise une tactique, une certaine idée de jeu, etc. Donc, bien sûr. Donc quand tu as autant de blessés, il y en a eu énormément l'année dernière, je me suis dit, bon, si les dirigeants de Manchester United veulent encore lui donner confiance sur une 3e saison, voyons voir. Mais par contre, mes exigences, elles étaient beaucoup plus élevées. J'attendais que sur ce début de saison, dès le mois d'août, cette équipe de Manchester United soit au taquet. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a vu. Là, il y a moins de blessés, même s'il y en a quelques-uns, notamment Yoro qui va revenir de blessure, Højlund qui était blessé un petit peu ces dernières semaines. Mais en tout cas, il y a beaucoup moins de blessés que sur la saison passée. Et malheureusement, ni les résultats, ni le contenu étaient au rendez-vous. Donc moi, ça me paraît logique de le virer. Alors je l'aurais viré quand même un peu plus tôt. Je l'aurais viré certainement avant la trêve du mois de septembre. Donc il y a déjà un mois et demi. Mais bon, les dirigeants ont voulu donner un petit peu de confiance, entre guillemets. Dans un premier temps, j'ai pu comprendre. Ce qui est dommage, c'est que finalement, le jeu de Manchester United n'a fait que baisser au fil du temps. Est-ce que cette équipe, pour terminer avant de passer à l'instant au tableau by Winamax, pour la suite, alors vous l'avez dit, c'est Ruud van Nistelrooy qui devrait sur le principe assurer l'intérim. Est-ce que vous pensez qu'il peut terminer la saison? Ou déjà, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, en étant 14e fin octobre, la saison de Manchester Yacine, elle n'est pas un petit peu... je ne vais pas dire à oublier, parce que ça va très vite dans le football, bien sûr, mais est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à être sur une saison de transition, l'éternelle, la fameuse saison de transition, mais parce que là, aujourd'hui, ça va être très compliqué d'aller se mêler aux places de Ligue des Champions. Oui, mais moi, je pense qu'il faut en fait faire comme si... Par contre, tu peux remonter très haut quand même, hein. Tu peux finir 6e ou 7e. Mais bien sûr, mais surtout, moi, je pense qu'il faut... faire le choix là, en plus il y a une dernière trêve internationale qui arrive bientôt, il faut faire le choix comme si c'était l'été et te dire bah maintenant sur quel projet on part et le coach on le choisit. Là tu parlais de Van Nistelrooy, moi je préjuge pas de ce que fera Van Nistelrooy s'il était maintenu entraîneur, mais il a été numéro 1 rapidement au PSV. Hein. Une saison. Mais le truc c'est que moi ça me dérange toujours quand on prend des gens du staff parce que un entraîneur, ok, c'est lui qui prend les responsabilités, c'est lui qui fait les choix. Mais malgré tout, les gens du staff, ils sont là pour t'aider. Et donc, soit à un moment donné, ton adjoint t'a pas aidé, c'est problématique. Il t'a peut-être pas aidé pour se dire, bah, si à un moment donné, il y a la place, je la prendrai. Et donc, tu considères qu'un staff, enfin, c'est pas un staff, c'est un entraîneur qui est là. Et malgré tout, Van Nistelrooy, quand ils font venir, c'est justement pour donner de la fraîcheur et ramener quelque chose à Ten Hag, un soutien aussi. Dans son staff. Donc moi ça me dérange et aujourd'hui je dis pas que c'est pas Van Nistelrooy qui doit prendre la suite par rapport à ses compétences, je dis que par rapport à son passé avec d'adjoint de Ten Hag et d'être là depuis le début de saison, pour moi c'est pas bon et je pense que ce que disait Najim au début c'est exactement ce qui aurait dû se passer cet été, mais il faut le faire là maintenant, c'est-à-dire que c'est pas prendre un entraîneur dans l'urgence et de dire comment on finit la saison, c'est prendre un entraîneur en disant ok, bon il y a eu 8 journées de championnat etc, venez on choisit l'entraîneur qui est parti sur 3 ans, comme si on était au mercato d'été. Alors, il va évidemment se débrouiller avec l'effectif qui est déjà en place. Mais ce sera dans tous les cas de la transition, mais une transition déjà mais oui, préparée, parce que si tu commences à faire de l'urgence pour dire faut sauver cette saison, tu vas partir sur un entraîneur peut-être de coups, et dans un an, tu vas te poser la question de te dire est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce qu'on continue avec... Ineos vient de reprendre, il faut partir sur un projet cohérent. Il y a transition et transition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Manchester United pour aller accrocher le top 4 ça risque d'être compliqué, mais par contre pour aller chercher le top 6 pourquoi pas, on sait-on jamais, donc même le top 7 parce que parfois la 7e place est qualificative aussi pour une Coupe d'Europe, donc pour moi Manchester United doit... Qui est toujours en Ligue Europa aussi d'ailleurs Manchester, tu peux aussi... tenter de quelque chose en Ligue Europa, donc la saison elle est loin d'être morte. En ce qui concerne Van Nistelrooy, je connais pas assez le personnage, j'ai pas assez suivi sa saison du côté du PSV, même si j'ai entendu certaines choses qui laissent penser que c'est pas forcément un entraîneur d'élite. J'ai pas l'impression, parce que tu sais qu'en Première Ligue aujourd'hui, vu les coachs qu'il y a... Solskjaer ne l'était pas, il a fait 3 ans et demi à Manchester et il y a eu des résultats quand même. Oui, après c'était mitigé, il y avait eu des bonnes choses, il y avait eu des moins bonnes choses aussi. Il y a eu une deuxième place une année. Oui, oui, bon, il y avait... Son fait d'armes, c'est l'élimination du PSG, parce que sinon, c'est un peu ça. Pas mentir. Donc... Il faut avoir des armes tactiques quand tu arrives en Première Ligue parce que tu vas avoir des face-à-face tous les week-ends contre des entraîneurs d'élite. Est-ce que Ruud van Nistelrooy a vraiment ces armes tactiques-là? Je me pose la question. Attention, je ne vais pas le condamner, il vient tout juste d'arriver. Peut-être que ça va très bien se passer, sait-on jamais. Je pense que sur le court terme, il peut y avoir un petit électrochoc, comme c'est souvent le cas quand un nouvel entraîneur arrive. Moi, la question que je me pose, c'est sur le moyen long terme, est-ce que c'est le meilleur coach? J'en suis pas certain. Maintenant, sur les coachs qui sont disponibles actuellement, pour moi, il y en a 2 qu'il faut absolument éviter. C'est Xavi et Solskjaer.
pour ce qu'ils ont. Solskjaer, pardon. Southgate, pardon. Ah oui, ok, oui. Southgate qui. Quand même, là, Non, parce il avait encore le nom en le tête. coup de Il avait encore le nom en toxique, tête. c'est bon. Southgate, par rapport à ce qu'il a fait avec l'équipe d'Angleterre, je suis pas certain que ce soit le meilleur choix. Xavi, par rapport à comment ça s'est passé l'an passé, notamment avec le Barça, je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Il y a 2 choix qui peuvent être intéressants. C'est Nagelsmann, qui a un petit peu annoncé, ou Terzic, qui a fait finale avec le Borussia Nagelsmann qui Dortmund. quitterait l'Allemagne. En tout cas, il y a des rumeurs qui disent que Nagelsmann pourrait peut-être être intéressé par D'accord. Manchester United. Donc, sait-on jamais. Nagelsmann ou Terzic. Nagelsmann, effectivement, il y a ce gros problème, c'est est-ce que tu vas réussir à aller le chercher du côté de la Nationalmannschaft? Est-ce qu'il va quitter la sélection allemande? Et s'ils n'y parviennent pas, moi, je les vois aller peut-être sur Terzic, qui a fait finale de Ligue des Champions avec Dortmund. À voir. C'est un entraîneur non plus que je connais pas énormément Oui, bien parce sûr. que je suis pas le Borussia Dortmund au quotidien, mais c'est typiquement en tout cas le genre de profil vers lequel Manchester United pourrait aller. Jeune, finale de Ligue des Champions, un profil un peu tactique. Je pense un peu à une autre personne aussi, moi. Qui Mais, je sais pas, un homme qui a pas beaucoup de cheveux, qui a marqué 2 buts en finale de Coupe du Monde. Je savais que t'allais dire ça. Ouais, mais ils y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Qu'ils essayeront, oui, Voilà, mais ils y je pense arriveront qu'ils pas. essaieront. Ça, Ça, pour oui. le coup, à mon avis, et on peut pas leur en vouloir. Ouais, ça, on peut pas leur en vouloir. On va voir si on peut pas vous en vouloir d'essayer, vous aussi, messieurs. On va refermer le débat et puis on va passer à l'instant au tableau by Winamax. Bien sûr, les socios, vous connaissez le rendez-vous. Je vous rappelle d'abord que jouer comporte des risques, que ça doit être un moment sympathique entre amis, un loisir et non pas une contrainte pour vos vies personnelles. Si vous avez le moins de problèmes liés au jeu en ligne, il y a un petit message qui s'affiche en bas de votre écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous pouvez contacter les personnes spécialisées qui pourront vous aider à sortir de certaines addictions. Nous, on va jouer entre guillemets tranquillement entre nous sur cet instant au tableau by Winamax. Vous connaissez, chaque émission, les chroniqueurs donnent un pronostic associé à une cote. Si jamais le prono est bon, ils gagnent la cote en nombre de points et ils progressent au classement. On va essayer de progresser cette semaine parce que c'était pas génial sur votre entrée en lice, messieurs, cette saison. Donc commençons, on va parler Première Ligue, puisqu'il y a la Première Ligue ce week-end qui arrive. On va commencer avec toi, Yacine, et l'éternel recommencement du recommencement. Le fameux match nul à dénicher du week-end. Alors, tu t'es fait toute la liste des matchs? Ouais. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé franchement un bon match. Un qui bon match sent le nul ouais. C'est quoi? Ipswich contre Leicester. Ipswich Leicester. Waouh. Tu vas le belle cote, commenter ça, Najim? Non, c'est pas prévu. Mais Personne ne commente il paraît. Généralement, ça, c'est t'as le but avec Joris Sabi ou mon ami Isaac, ma collègue, je le salue. Il monte le but, le commentateur s'enflamme et là, t'entends une petite voix, c'est celle de Najim Medini, généralement, sur ce genre de match. ça peut arriver. Ouais, 3,55, donc Ipswich Leicester. Match Trouvé la nul. belle cote, ouais. Ouais. La cote est belle pour un match nul des deux équipes, pas terrible. Je demande combien de confirmation à Najim, ça sent le match nul ou pas? Ça peut faire match nul. Ouais. Après, Ipswich n'a toujours pas gagné. Ouais. Donc, ça, c'est bon. Ça rentre là-dedans. Mmh. À Leicester la réalise maison, pas un début voilà. de saison extraordinaire. Il joue à l'extérieur. Ouais. Ça peut coller. Ouais, donc c'est bon. Ça sent Ouais, ça peut le coller. 3. C'est un 3,55 qui a 1,20 en réalité. Bon, on l'a mis à 3,55. Najim Medini. Moi, je suis allé sur autre chose. Je suis allé aussi sur un petit match un peu. C'est Nottingham Forest contre West Ham. Ouais, ok. Et je suis allé sur Nottingham Forest qui est à 2,15. Nottingham est l'une des petites surprises de ce début de saison. Parce que c'est une équipe qui a beaucoup lutté pour le maintien ces dernières années. Mais cette année, ils sont sur la première partie de tableau. Ils enchaînent plutôt des bons résultats. West Ham en face, même s'ils ont gagné contre Manchester United. Mais bon, Manchester United cette saison, on en a un peu parlé. Ouais. Tout le monde leur roule un peu dessus. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est un peu ça. Voilà. Donc je vois bien Nottingham l'emporter. Il y a une petite équipe sympa. Elanga, Gibbs White, Murillo qui est très bon en défense centrale, Chris Wood qui est en feu, qui est le 3e, je crois, meilleur buteur du championnat. Donc je me dis que Nottingham va encore une fois gagner à domicile. Ce Sherwood à Nottingham, bien sûr. Exact. Voilà, Il y a un petit truc. Mais celle-là, elle n'est pas facile à comprendre. Ouais, faut regarder Robin des Bois. Exactement, faut avoir une petite culture. Ce qui est pas non plus. On n'est pas sur un Audiard. Quoi, Ouais, tu vois. c'est- Robin oui, des Bois, on l'a clairement. tous vu Normalement. normalement. Mais faut que tu vois, faut faire rapidement le Voilà, lien. ouais, faut partir. Tu sais, ça, tu fais à Walid, il la comprend pas tout de suite. Ah oui, non, Walid, là, Il la comprend pas en même a tout pour une court. semaine. Il part avec en doggy bag, je te le dis. Ah, effectivement. 2-15, donc, on rigole, mais donc Nottingham Forest qui bat West Ham, du coup, j'allais dire Aston Villa, tu vois. 2-15, donc, ce sera samedi, si je ne dis pas de bêtises. Non, pas commenté non plus. Non, je commente pas de match de Première Ligue ce week-end. Mais j'ai commenté le joli Crystal Palace Tottenham dimanche, là, hier. Derby.
qui était un beau match. Derby, ouais. Derby, ouais. Si Derby entre le Nord et le Sud. Je me suis quand même remis en cause 2 secondes parce que ma géographie londonienne est limitée, quoi. Donc je sais qu'il y a 150 clubs, donc de toute façon, dès que Tottenham joue un mec, je dis Derby. Ouais. Derby. Une chance sur deux En fait, t'as une chance sur deux, on dit Derby. Voilà. Bon, là, c'était le cas. Je suis bien tombé. Merci à vous, les socios, d'avoir été avec nous. On referme cette page, bien sûr, au tableau by Wina, notre instant au tableau. On verra les résultats la semaine prochaine. On a déjà fait un petit point classement, on refera un petit point classement. On va essayer de le faire plus régulièrement. D'habitude, on le fait quasiment en mode semestre. Donc, il y en a qui changent de place. Là, on va essayer d'être un peu plus régulier. D'un coup, tu disparais du classement. Ouais, c'est ça. Non, vous inquiétez pas. Il n'y a qu'une personne qui disparaît constamment du classement. Elle s'appelle Hugo Capelaire. C'est vrai, on le salue. Et on l'embrasse. Merci donc, en tout cas, les socios nous ont reçus. Merci à Fares Hachem qui a préparé cette émission. Vous nous donnez vos avis, bien sûr, sur le limogeage de Erik ten Hag. Et pourquoi pas nous dire qui vous voyez à la succession sur le banc de Manchester. Merci à tous les deux, Najim et Yacine, de m'avoir accompagné. On vous retrouve très très vite donc sur la chaîne du Club des 5 avec toujours plus de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux. À très vite. Ciao. Ciao.